Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est schématiquement, c'est le paradis. Voilà, on construit le paradis comme on pourrait l'imaginer. N'importe qui peut imaginer ce que peut être un paradis terrestre. On voit bien que cette planète peut être un paradis dans sa nature, voilà, c'est un paradis potentiel et on en fait un enfer parfois, et bien souvent d'ailleurs, l'homme, mais parce que c'est le principe de notre évolution c'est un mécanisme logique, on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est à ce niveau de conscience, simplement, l'humanité n'a pas atteint le niveau de conscience qui lui permettrait d'évoluer sans antagonisme, sans la guerre, sans la violence, sans la domination, sans les pulsions qui nous conduisent à l'agressivité, etc., à nous conduire comme nous nous conduisons. Voilà. Mais ce n'est pas la majorité de l'humanité qui fonctionne comme ça. C'est pas l'évolution, elle n'est pas faite que de violence, elle est faite aussi de fraternité, d'entraide. Maintenant, les étudiants du monde entier se réunissent de partout et vont étudier, voyagent. Il y a aussi les rencontres très harmonieuses touristiques. Voilà, les gens vont... Il y a toute une partie de l'évolution qui est déjà extrêmement positive. Et on va vers cette positivité absolue. C'est elle qui va l'emporter. La partie violente, la partie guerrière de notre évolution, la partie où on voit aujourd'hui les deux grands pôles qui s'affrontent après le communisme contre le capitalisme. Maintenant, c'est les BRICS contre l'Occident. On peut très bien dépasser ça. On le dépassera, mais pour l'instant, c'est encore ça. C'est les esprits primaires, les esprits, c'est les esprits les moins évolués qui nous dominent en réalité. Parce que s'ils étaient évolués, ils diraient c'est complètement absurde de se bagarrer sur cette planète perdue au milieu de l'univers. On va travailler de concert ensemble, les BRICS avec l'Occident, avec l'Afrique, avec l'Asie, avec l'Amérique latine, etc. On va vraiment unifier nos forces, c'est fini. Cette évolution de bourrin, on arrête. Mais on est gouverné par des bourrins, il faut le dire. L'intelligence des dominants est surestimée, elle est très très surestimée. Ils sont intelligents au niveau de l'adaptation au milieu, mais ils ne sont pas intelligents émotionnellement parlant. Voilà. Donc ils ne peuvent même pas entrevoir un autre type d'évolution que celui de donner des coups de menton voilà, les Américains contre les Russes, contre les Chinois. Et certainement, les Chinois sont beaucoup plus sages, à mon sens, dans ce sens-là, et c'est pas pour rien qu'ils sont en train de prendre le pouvoir. Alors, pour continuer ma réflexion sur Hegel, je m'appuie sur Hegel pour commenter, c'est juste un alibi en fait, et c'est à partir d'une émission de France Culture, Hegel, une vie sous le signe de la Révolution. C'est dans une émission qui s'appelle Toute une vie. Voilà, et donc je reprends là l'écoute et puis je commente éventuellement. 30 ans de Hegel. Là, on parle des 30 ans. Avant, c'était les 20 ans de Hegel. Maintenant, c'est les 30 ans de Hegel. Et on sait quelle importance ça va avoir pour Hegel, cette espèce d'ouverture. La formation de Hegel. On va reprendre. Et puis, les conditions générales de vie économique, sociale et politique de l'Allemagne, qui sont très particulières. Non seulement de l'Allemagne, mais du Württemberg. Il n'y a pas d'Allemagne à l'époque. Et un des premiers écrits de Hegel aura comme première phrase « L'Allemagne n'est pas un État ». Il y a une multiplicité, des centaines de petites principautés, de petits pays, et les patriotes allemands désespèrent de voir cet État de l'Allemagne, surtout lorsqu'ils comparent leur pays à la France et à sa destinée unificatrice. La France, c'est le modèle politique pour le monde entier à l'époque, et notamment parce que c'est un pays unifié, où il n'y a plus de provinces, de régions à partir de la Révolution française, n'est-ce pas ? Il y a le jacobinisme unificateur qui fait l'admiration
de l'Europe et du monde, et les jeunes Allemands sont aussi fascinés par cela. Il faut rappeler que l'un des Stiftler, comme on dit, l'un des relations politiques étriquées de C'est un beau spectacle, lui-même a eu une vie extra-tentrée comme précepteur chez Goethe a écrit, on pillait la plupart des maisons, et notamment... les troupes françaises arrivent, et c'est en même temps la dernière... Cela, il a réussi à être employé comme professeur extraordinaire à l'université d'Iéna. Extraordinaire, ça voulait dire extraordinarius, ça voulait dire cela ne pouvait pas durer. Et puis, il a dû aussi quitter Francfort, et à ce moment-là, une chance si l'on peut dire, mais qui l'a cependant douloureusement frappé. Je suis désolé. Son père est mort, lui laissant un Je suis désolé, je ne sais pas où j'en suis. Là. Et il a été manger cet héritage à Iéna. C'était la première fois dans sa vie qu'il pouvait faire en quelque sorte des études à peu près tranquillement. Il a fait des études donc à Iéna grâce à cet héritage, et en même temps, pour en quelque sorte agrémenter cela, il a réussi à être employé comme professeur extraordinaire à l'université d'Iéna. Extraordinaire, ça voulait dire extraordinarius. Ça voulait dire, c'était tellement extraordinaire qu'il était complètement en dehors des normes, sans salaire, sans statut. C'était les étudiants qui payaient. Il fallait donc avoir des étudiants. S'il n'y avait pas d'étudiants, et c'est curieux, parce que Hegel, qui a toujours eu la réputation de Schopenhauer, qui n'avait pas de lourdement, par périphrases infinies, en tout sautant, en brisant, dans un dialecte souabe que personne ne comprenait. Hegel a tout de même réussi à avoir des étudiants, et même, il s'en vante dans une lettre à en avoir davantage à la fin de l'année qu'au début, ce qui était donc la preuve de sa réussite. C'est intéressant. À Iéna, il était sous la protection du ministre de l'instruction publique et des cultes, Goethe. Il y avait Goethe. Et puis, il était en relation avec le chef de l'Église, enfin, le chef intellectuel de l'Église luthérienne. Il y a un moment que j'ai zappé parce que je n'arrive pas à gérer la petite barre d'évolution de cette vidéo. C'est quand il parle de Humboldt. C'est la deuxième partie de sa vie. Il y a les 20 ans qui sont sous le signe de la Révolution et les 30 ans qui sont sous le signe de... Il y a Humboldt qui, entre autres, mais qui est un grand aventurier qui va... qui est parti, je crois, en Afrique ou en Amérique latine ou je sais plus où. Enfin, il est allé voir le monde comme ça et ramener des choses extraordinaires. Mais il n'était pas le seul. Je pense qu'à l'époque, beaucoup de gens voyageaient. Le monde était vraiment ouvert et donc ça stimulait la pensée de tous ces penseurs, quoi, hein, de tous ces penseurs. Ils voyaient le monde se réduire, les distances se réduire, l'universel poindre, le fait que l'ensemble humain était là devant leurs yeux et c'était assez nouveau en fait, cette chose-là. Et donc ça a influencé beaucoup sa pensée, surtout cette pensée qui est sur l'évolution de l'esprit vers l'universel et puis qui est englobante de l'humanité. Comme aujourd'hui, ben, la même stimulation se fait avec justement le fait qu'on soit devenu un village planétaire, on le ressent, on sent qu'on est tous unifiés, etc., etc. Et donc, ma pensée, la mécanique universelle, c'est le fruit de ce que je vois, de toutes ces nouvelles données. Et puis, les grands vulgarisateurs que je remercie, qu'on peut remercier 1000 fois, comme Coppens, comme qui parlent de l'évolution de notre espèce, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les physiciens qui parlent de la matière, de son irréalité, etc. Voilà, on est devant un monde qui nous envoie des informations de tous les côtés, et puis Wikipédia, on trouve tout, enfin bref, c'est d'une densité, et donc la mécanique universelle n'est que le fruit de tout ça en fait. Bon, je reprends. Herder, donc de grands philosophes, et puis il succédait à Fichte,
Et puis il y avait eu Reynolds. Iéna, c'était l'université éminente, l'université la plus connue, la plus prestigieuse, la plus libre, surtout. Le duché de Saxe-Weimar, avec Goethe, était à peu près le seul endroit en Allemagne où l'on pouvait, dans une certaine mesure, dire ce que l'on pensait. Pas trop, parce que Fichte l'a dit un peu trop et on l'a mis à la porte. Oui. Mais il y avait mis du sien, il n'avait pas été conciliant. Et puis tout ça s'est mal terminé, encore, et chaque fois, ça se termine toujours mal, parce que les Français sont venus. J'adore. Les Français ont pris Iéna d'assaut, ont incendié la ville, ont pillé la plupart des maisons, et notamment celle de Hegel. Ils n'avaient plus de salaire du tout. Goethe a écrit, n'est-ce pas, à un de ses amis, donne-lui 10 thalers pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse survivre. Incroyable. Et puis l'université d'Iéna a été fermée. 1806, les troupes françaises arrivent, et c'est en même temps la dernière page de la phénoménologie de l'esprit. Iéna. Les troupes arrivent, mais ce sont les troupes déjà napoléoniennes. L'exaltation. Et Hegel dit avoir vu passer Napoléon dans une rue d'Iéna, et déjà il a été immédiatement séduit. Il a vu passer l'âme du monde à cheval. Séduit par Napoléon, il restera napoléonien désormais jusqu'à la fin de sa vie. Mais à la manière allemande, ça, je savais pas. Il voit en Napoléon celui qui est venu bouleverser les rapports sociaux et politiques archaïques de l'Allemagne, celui qui a en quelque sorte chahuté tout cette espèce de puzzle de petits États, qui a réuni de petits États en des États plus grands, qui a supprimé les anciens privilèges de la noblesse, qui a donné notamment aux Juifs le droit de citer. Les Juifs étaient encore dans des ghettos quand Napoléon est entré, et il leur a accordé. C'est-à-dire que pour Hegel, il faut bien dire d'ailleurs comme pour Goethe, Napoléon, au fond, c'est la modernité. C'est ça. Ouais, la modernité. La modernité et le libéralisme. Et ça l'est, et le libéralisme. Napoléon a répandu en Allemagne les idées libérales. Le libéralisme positif. D'ailleurs, que Hegel, lui... Le libéralisme, les idées libérales, c'est grandiose. C'est la façon de l'appliquer qui est un peu le problème. Et aujourd'hui, on sait qu'on ressent, je pense, enfin moi je le ressens toujours, qu'il faut dépasser le libéralisme, qu'il faut sortir de ce libéralisme décomplexé, ça marche pas, il est plus en phase avec l'évolution de l'humanité, on peut plus être dans l'obsolescence programmée, dans la profusion des choses, dans l'inconscience de l'évolution, dans le désir de grossir au niveau des systèmes, bien que il y ait un sens à cette chose-là, le fait de devenir. Je parlerai de ces amalgames qui font que un petit épicier va englober 2 ou 3 épiceries, va faire un truc, puis ça va devenir un conglomérat, puis etc. Ça va devenir un petit groupe national, etc. Puis ce groupe national va devenir international, etc. Et chapeauté, etc. Donc cette montée vers le fait qu'il n'y ait plus de compétition, de concurrence, c'est aussi très important parce que c'est à ce moment-là où si on va vers l'universel, eh ben il y aura un système universel qui s'occupera de donner de permettre à chacun de manger, à chacun voilà, il faudra qu'il y ait un système unique de gestion. Donc cette montée, elle est pas absurde en réalité. Elle va vers quelque chose d'important. Et donc le libéralisme, maintenant à mon sens, il doit évoluer vers, moi tel que je le pense, vers quelque chose de symbiotique, qu'on préserve la liberté, mais qu'on aille prendre aussi l'égalité du communisme, la fraternité du communisme, des valeurs de l'anarchisme, des valeurs du spirituel, etc. Qu'on fasse une sorte d'amalgame
du meilleur, qu'on prenne le meilleur dans chaque système pour en faire quelque chose d'universel. Lui-même se considérait comme du tribal, le meilleur du tribal. Être libéral à l'époque, ça n'était pas comme être libéral en notre temps. Être libéral à l'époque, c'était le dernier cri. Ça vous faisait jeter parfois en prison. Être libéral, c'était à la fois être libéral du point de vue économique. Il l'a lui-même dit. Il avait lu dans sa jeunesse encore, entre autres, des théoriciens libéraux anglais, notamment Steuart et Adam Smith, qu'il cite à bien des reprises. Et puis, c'était aussi un libéralisme politique. Jean-Pierre Lefebvre, vous avez traduit le premier grand livre de Hegel, La phénoménologie de l'esprit. Alors de quoi et comment ce livre est-il fait? Il y a manifestement la concomitance d'un projet déjà très élaboré, c'est-à-dire d'un travail fait par quelqu'un qui sait où il va, qui sait où il veut arriver, et en même temps de facteurs de brouillage qui sont divers, qui sont des facteurs intrinsèques à la pensée de Hegel lui-même, d'une part, c'est-à-dire des questions qu'il n'a pas réglées et au-dessus desquelles il est néanmoins obligé de passer et qui du coup vont l'être dans ce livre. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Si vous pensez que... Donc, je vais arrêter là. Si vous pensez que c'est cette vision de l'évolution de l'humanité, qu'il est temps pour l'humanité de prendre conscience de ce qu'elle réalise de façon inconsciente, parce que on va vers cette perfection, mais sans le savoir pour l'instant. On travaille voilà, de façon intuitive, comme on va vers la vieillesse et on ne se pose pas cette question, on n'y pense pas, on évolue vers un lieu, vers un temps dont on ignore tout, dont on ne se prépare pas. On ne fait rien pour y penser, pour être organisé pour ça. Alors pour la vieillesse, c'est pas très important, mais il y a un moment où il faut commencer à se poser cette question. Et c'est quand on a 60 ans ou 50 ans, il faut commencer à se poser ces questions sur la vieillesse. On le fait automatiquement. Là, c'est pareil. On est peut-être pas arrivé peut-être aux 60 ans de l'humanité. Et on doit commencer à comprendre qu'est-ce que va être cet état de sagesse vers lequel nous allons. Voilà. Et donc, si vous pensez que c'est important, cette prise de conscience, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, c'est gratuit tout ça. Vous pouvez laisser des commentaires et tout ça fait augmenter la visibilité de cette vidéo et donc il y a plus de monde qui prennent conscience que l'humanité va vers ça, qu'il faut commencer à réfléchir à où va l'humanité, que c'est une question qu'on doit se poser. Et puis vous pouvez aller visiter le site Mécanique universelle que j'ai écrit il y a 23 ans maintenant et qui explique toute cette théorie. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.